La femme qui a pris soin du patron pendant 20 ans a été rappelée par son fils juste avant de partir. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Le ciel de Lyon était gris et morne, la pluie fine tombait doucement sur les toits de tuiles usées. Les funérailles de Monsieur François s'étaient terminées rapidement, comme une simple formalité administrative. Pas de fanfare, pas de musique, seulement quelques connaissances anciennes, quelques anciens collègues venus se recueillir en silence pendant à peine 10 minutes. Les parapluies noirs s'étaient ouverts dans le silence, puis refermés tout aussi discrètement. Le vent soufflait à travers les rangées de pins bordant le cimetière, rendant l'atmosphère encore plus lugubre. Rose se tenait silencieusement derrière la pierre tombale, ses mains sèches et osseuses serrées l'une contre l'autre, ses épaules frémissant sous un manteau noir fané. Elle ne pleurait pas. Elle avait déjà épuisé toutes ses larmes durant ces 3 longues années passées au chevet de son ancien maître. Cet homme qu'elle avait toujours appelé « Monsieur », avec tout le respect du monde, et quelque chose de plus profond qu'elle n'avait jamais pu exprimer à voix haute. Alain se tenait en face d'elle, à quelques mètres à peine, mais on aurait dit qu'un océan entier les séparait. Vêtu d'un manteau de marque, chaussures en cuir brillantes, le regard glacial. Il n'avait même pas jeté un seul regard à Rose depuis qu'il était arrivé à Lyon pour assister aux funérailles de son père. Son maintien était droit, hautain, comme si cette cérémonie n'était rien d'autre qu'une tâche qu'il voulait expédier au plus vite. Une fois l'inhumation achevée, Alain tourna les talons et marcha vers sa voiture. Rose resta un moment encore. Ses yeux fixaient la gravure sur la pierre. Monsieur François Morel 1946-2025. Reposez en paix. Pas de fleurs. Pas d'adieu. Seulement de la terre humide et un soupir étranglé au fond de sa gorge. Ce soir-là, la grande villa de la rue de la République était silencieuse comme une maison abandonnée. Alain entra dans le salon, défit son écharpe et la jeta sur le canapé. Rose était encore dans la cuisine, préparant une dernière théière, selon une habitude qu'elle n'avait jamais abandonnée. Tous les jours à 17 h, elle préparait le thé pour son maître, même lorsque ce dernier n'était plus en état de le boire. « Ce n'est plus nécessaire », dit Alain d'un ton glacial depuis l'entrée de la cuisine. Rose leva les yeux. Sa main tremblait légèrement. « Oui, je voulais juste. Je n'ai pas besoin d'explication, la coupa-t-il. J'ai été clair, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à faire dans cette maison. » Silence. Seuls les bruits de la pluie contre les vitres. Rose serra la théière entre ses mains. « Je comprends. Mais, je souhaiterais ranger la chambre de monsieur avant de partir. » Inutile. Alain articula chaque mot. « Je vais faire appel à une société de nettoyage. Cette maison n'est pas un hospice. » Ses mots furent comme une lame. Rose resta figée. Elle ne répondit pas. Elle tourna simplement le dos, regagna sa chambre. Une petite pièce derrière la cuisine où elle avait vécu plus de 20 ans. Elle commença à faire ses valises. Il y avait peu à emporter. Quelques vêtements anciens, une écharpe en laine que monsieur François lui avait tricoté le premier hiver, et un petit album photo caché sous le matelas. Alain, resté dans le salon, passa un appel. « Oui, madame Navarro. J'aurais besoin que l'on nettoie toute la maison d'ici 2 jours. En particulier la chambre de mon père et l'arrière-cuisine. Je veux que tout soit impeccable, comme si personne n'y avait jamais vécu. » Il s'interrompit pour écouter la réponse. « Non, pas la peine de garder quoi que ce soit. S'il y a des photos, des souvenirs, jetez tout. » Dehors, la pluie s'intensifiait. À l'étage, Rose pliait son dernier vêtement. Elle s'assit, posa la main sur sa vieille valise. Une fois encore, son regard se tourna vers le couloir menant à la chambre du défunt. Elle n'osait pas s'en approcher, se contentant de l'observer à distance, comme si elle craignait de troubler le sommeil du disparu. La porte s'ouvrit brusquement. Alain était là, les clés à la main. « Vous avez besoin de combien de temps ? Je partirai ce soir. Le plus tôt sera le mieux. » À la tombée du jour, Rose tira sa lourde valise jusqu'à la porte arrière. Alain ne la raccompagna pas. Il se tenait simplement sur le balcon du 2e étage, le visage impassible, suivant du regard la silhouette frêle de la femme s'éloignant vers le portail. Quand elle atteignit le seuil, Alain jeta le trousseau de clés au sol. Le tintement métallique résonna froidement. « Prenez-les. Au cas où vous oublieriez que cette maison n'est pas un hospice. » Rose se baissa pour ramasser les clés. Mais elle ne les garda pas. Elle les posa sur le rebord de la porte, puis tourna le dos et s'en alla, sans dire un mot. Alain resta là, l'observant s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les arbres assombris. Dans un petit bar du coin, sur l'avenue Jean Jaurès, Alain était attablé avec Camille, une jeune avocate, ancienne camarade de fac. « Tu l'as vraiment mise dehors ?» demanda Camille en fronçant les sourcils, une gorgée de vin blanc à la main. Elle n'avait plus de raison de rester. Alain haussa les épaules. « Je n'ai pas besoin d'un ange dévoué. Elle a joué son rôle. » Rideau. Camille le fixa un long moment, puis murmura « Elle a pris soin de ton père pendant 3 ans. Seule. C'était son boulot.
Elle était payée pour ça. Alain tapa son verre sur la table. Pas la peine de me parler de mérite. Alain, je crois que tu t'en prends à la mauvaise personne. Elle est restée parce qu'elle pensait avoir quelque chose à y gagner. Elle attendait qu'il meure, comme une gardienne de trésor. Il ricana. Tu sais ce que ma mère m'a dit avant de partir? Camille resta silencieuse. Alain murmura, comme s'il répétait une formule maudite. Il nous a trahis, pour cette boniche. Tard dans la nuit. Rose entra dans une pension minable, située près du quartier de la Croix-Rousse, un vieux quartier, populaire et peu cher. La chambre qu'elle louait ne faisait même pas 10 mètres carrés. Il y avait un lit simple, une armoire branlante et une fenêtre donnant sur un mur fissuré. Bonsoir, Madame Rose, lança la propriétaire, Madame Thérèse Dubois, une veuve d'environ 70 ans. Vous voilà de retour? Mais, vous êtes toute pâle. L'enterrement est fini, répondit Rose à voix basse. Le fils, il a été correct? Demanda Thérèse Dubois, un brin méfiante. Rose resta un instant silencieuse, puis secoua doucement la tête. Il ne reste plus rien. J'ai juste besoin d'un lit, Madame Dubois. Je paierai le loyer chaque semaine, comme avant. Ce n'est rien, votre chambre est restée libre. J'ai préparé un peu de soupe, je vais vous la réchauffer. Rose esquissa un sourire, mais son regard restait vide. La nuit tomba. Alain, allongé sur le grand lit de la villa, ouvrit son téléphone pour revoir de vieux messages. Il n'y avait rien de la part de son père. Rien de la part de la servante. Juste une photo prise à l'aéroport, et une autre de la pierre tombale glacée. Il ouvrit le placard à boissons, se versa un verre plein. Dans sa tête, résonnait encore la voix de sa mère. Il nous a trahis, pour cette boniche. Il ferma les yeux. La pluie continuait de tomber. Dans la grande chambre, Alain ouvrit l'ancien placard de son père. Il y trouva quelques carnets, une montre de poche rouillée, et une vieille écharpe en laine brune. Il la prit, puis la jeta violemment à terre, comme si l'objet l'avait brûlé. Mon père a été aveugle toute sa vie. À cause d'elle. Murmura-t-il. La lumière jaune projetait une ombre allongée sur le plafond. Dans l'esprit d'Alain, l'image d'un garçon de 8 ans resurgit, avec des cris, des regards de mépris, et la lente décomposition d'une famille qui aurait pu être entière. Ne le touche pas. La voix d'une femme résonna dans l'escalier décrépit. Sylvie, la mère d'Alain, était encore jeune à l'époque, belle, flamboyante comme une torche vivante. Chaque pas qu'elle faisait semblait secouer la maison tout entière dans un silence glacial. Le petit Alain avait une forte fièvre, son corps trempé de sueur. Il était dans les bras de Rose, qui lui pressait un linge froid sur le front. Elle lui murmurait une berceuse, les yeux pleins d'inquiétude. Mais Sylvie surgit comme un coup de tonnerre, attrapa le bras de Rose et arracha Alain de son étreinte, si brutalement que sa tête heurta légèrement le mur. « Qui es-tu pour toucher à mon fils? Mon fils n'est pas le tien. Madame Sylvie, il est en train de faire une forte fièvre. La ferme. Sale femme sans pudeur. Rien que de te voir le tenir dans tes bras en rentrant du travail, ça me donne envie de vomir. » Alain regarda Rose à ce moment-là, elle ne répliqua pas, se contenta de baisser la tête en silence, les mains tremblantes. Mais l'enfant ne comprenait pas. Son esprit encore tendre ne retint qu'une chose, sa mère était en colère, à cause d'elle. Ce souvenir hanta Alain jusqu'à aujourd'hui. Pour lui, Rose avait toujours été un nom interdit, une tache indélébile. Il n'en avait jamais parlé à personne, pas même à Camille, son amie avocate. Mais depuis l'enfance, il lui avait donné un autre nom, cette femme. Pas Madame Rose, pas tante, rien de tout cela. Juste cette femme. Un titre glacial, empreint de mépris. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi ta mère est vraiment partie? Demanda Camille un soir de pluie, alors qu'ils étaient tous deux assis dans un vieux bar du quartier de la Guillotière. Alain vida son verre de vin, puis sourit d'un air amer. La vraie raison? Je les connais, je les ai entendus 1000 fois. C'est elle qui l'a dit. Elle était la meilleure amie de ma mère. Et derrière son dos, elle a séduit mon père. Résultat, ma mère est partie, j'ai grandi avec un homme brisé de l'intérieur, et une domestique qui rôdait autour de lui comme une ombre. Camille secoua la tête. Tu ne penses pas que les adultes peuvent aussi avoir leur douleur? Je ne veux pas le savoir. C'est moi qui vis avec les conséquences de leur choix, répondit Alain avec dureté. Et cette femme, elle, est la cause. Elle n'est pas innocente. Elle est restée pour profiter de ce qui restait de ma famille. Dans une modeste pension, Rose restait assise, silencieuse sous la lumière jaune et vacillante. Madame Thérèse Dubois, la propriétaire des lieux, lui apporta une assiette de haricots mijotés. Mangez un peu, Rose. Vous ressemblez à un cadavre. Merci, Madame Thérèse Dubois. Je n'ai pas faim. Vous pensez encore à Monsieur François, n'est-ce pas? Rose resta muette, le regard tourné vers la petite fenêtre. Elle ne répondit pas. Thérèse Dubois s'assit, soupira. Il me manque.
C'était un homme respecté dans le quartier de Montplaisir. Tout le monde l'admirait. Mais, son fils, lui, ne lui en voulait pas, murmura Rose. Il croit seulement ce qu'il a entendu. Entendu? Ou bien ce qu'on lui a martelé dans le crâne? Thérèse Dubois poussa un soupir agacé. Cet enfant a failli mourir de fièvre. Qui est resté éveillé toute la nuit pour éponger sa sueur? Je me souviens que vous l'aviez porté jusque dans ma chambre, en pleine nuit, parce qu'il convulsait. Les mains de Rose se serrèrent doucement. Et après? Sa mère vous a giflé. J'étais là. Même les étrangers ont vu cette humiliation. Mais lui, il ne l'a pas vu, murmura Rose. À ses yeux, je suis celle qui a volé son père. Thérèse Dubois s'interrompit. Elle était plus âgée que Rose de quelques années, mais à cet instant, elle semblait plus jeune d'au moins 10 ans. Vous n'avez rien à justifier auprès de moi. Vous le savez. Mais si vous continuez à garder le silence, les gens croiront que vous méritez tout ça. Parfois, la vérité, personne ne veut l'entendre. Le lendemain, Alain revint à la maison paternelle avec un seul objectif, effacer les souvenirs, comme il l'avait dit à la société de nettoyage. Faites vite. Je ne veux plus sentir l'odeur de cette femme ici, dit-il à Philippe, un grand homme originaire d'Auvergne. Philippe fronça légèrement les sourcils, ne comprenant pas bien. La vieille dame, la domestique? Je croyais qu'elle avait vécu ici toute sa vie. Et alors? Personne n'est irremplaçable, répondit froidement Alain. Philippe ne répondit pas, fit simplement un signe à ses collègues pour commencer. Alain ouvrit lui-même la porte de la chambre de Rose. Une odeur de naphtaline et de savon bon marché l'assaillit. La pièce était simple, propre, presque dépourvue de toute touche personnelle. Une armoire en bois branlante, un petit lit couvert d'un drap sombre, quelques livres à la couverture déchirée. Il fouilla l'armoire de fond en comble, inspectant chaque tiroir. Et dans le dernier, sous une pile de vêtements usés, il trouva une enveloppe jaune pâle. À l'intérieur, une photo. 3 jeunes adultes, souriant sur une plage. François, jeune, les cheveux encore noirs. Sylvie, sa chevelure bouclée flottant au vent, en robe blanche. Et entre eux, Rose, rayonnante, les bras autour de leurs épaules. Au dos de la photo, une inscription manuscrite encore lisible, été 86, amis pour toujours. Alain resta figé. Ce n'est pas possible. Ils avaient été amis? Dans son esprit, la première émotion ne fut pas l'émotion, mais la fureur. Il écrasa violemment la photo sous son talon, la réduisant en lambeaux. Un coin du cliché se froissa, se brisa. Mais soudain pris d'un doute, il se pencha, ramassa chaque morceau, les rangea dans une autre enveloppe, et la glissa dans sa poche. « Tu veux cacher ton passé ?» marmonna-t-il. « Je vais t'obliger à y faire face. » Ce soir-là, Alain se rendit à la pension. La chambre était sombre. Dehors, quelques enfants jouaient dans les flaques d'eau. Un homme d'origine équatorienne se disputait bruyamment avec sa femme devant une fenêtre. Il frappa à la porte. Rose ouvrit. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. « Sors. »« Je ne mettrai pas les pieds dans ce taudis, » lança Alain d'un ton fort. Thérèse Dubois passa la tête par la porte d'à côté et gronda, « Parlez poliment, jeune homme. C'est une pension, pas un champ de bataille. »« Ce n'est pas votre affaire. » cria-t-il. Rose sortit, ferma doucement la porte derrière elle. « Que veux-tu » Alain sortit l'enveloppe, l'ouvrit, et jeta la photo au sol, juste devant ses pieds. « Explique ça. Une amitié? Ou un complot depuis le début ?» Rose se pencha, ramassa la photo, et essuya doucement les salissures avec sa manche. Alain cracha, « Mon père est mort à cause de toi. Tu es resté pour profiter, pour hériter. Mais manque de chance, il n'y a pas de testament pour toi. » Rose garda le silence. Après quelques secondes, elle sortit un vieux mouchoir de sa poche, y enveloppa une petite lettre, et la tendit vers lui. « S'il te reste un peu d'humanité, va voir la personne que tu dois voir. » Alain fixa la lettre, puis la lui arracha des mains et la fourra dans sa poche. « Tu crois qu'un truc aussi pathétique me fera te pardonner ?» Rose ne répondit pas. Son regard posé sur lui n'était ni en colère, ni haineux, seulement vide. Et c'est justement ce regard-là qui empêcha Alain de fermer l'œil de toute la nuit. Le lendemain matin à Lyon, un soleil pâle étendait sa lumière dorée sur les toits anciens. La villa des Morel se dressait, solitaire, au milieu d'un quartier huppé, tel un vestige oublié au cœur de la modernité. Alain entra dans la chambre de Rose pour la 2e fois en 3 jours. Philippe, un employé du service de nettoyage, leva la tête de la pile d'objets. « Morel, vous êtes sûr de vouloir conserver toutes les affaires de cette pièce? On peut s'en charger, si vous préférez. »« Non, » répondit Alain froidement. « Je vais le faire moi-même. » Philippe haussa les épaules et fit signe à ses collègues de sortir. Une fois la porte refermée, Alain la verrouilla et sortit de sa poche une photo abîmée qu'il avait piétinée la veille. Bien qu'elle soit tordue et salie, l'image restait lisible. 3 jeunes gens souriants, François au centre,
les bras autour des épaules de Rose et Sylvie. En arrière-plan, la mer bleue et une plage dorée. Il jeta la photo sur la table, puis se mit à fouiller dans la table de nuit de Rose. Premier tiroir. Des antalgiques, quelques petits livres à la reliure usée, des notes griffonnées au crayon. Deuxième tiroir. Des mouchoirs anciens, une trousse à couture, des bouts de tissu. Troisième tiroir. Une boîte en bois, à la serrure rouillée. À l'intérieur, des photos éparses, de vieilles cartes d'anniversaire, et une lettre jaunie. Alain l'ouvrit. L'écriture de François. Rose. Merci d'être resté, quand tous les autres sont partis. Sans toi, je ne sais pas où j'aurais dérivé. Si un jour Alain est assez grand pour comprendre, donne-lui cette photo. Il froissa la lettre, la gorge serrée. Encore une lettre d'amour, hein. Son visage devint livide. Une sensation de trahison, d'humiliation, monta en lui comme une vague. Chaque petit détail était une coupure invisible mais profonde dans sa fierté. Il attrapa la boîte en bois et la fracassa au sol. Crac. Une fissure. Un compartiment secret se révéla sous la doublure. À l'intérieur, une autre photo de cette même maison, avant les rénovations, avec 3 personnes devant la porte. Rose portait une robe bleu clair, François un verre de vin à la main, et Sylvie était assise sur la marche, la tête légèrement inclinée. Alain ricana. Amis proches? Ou bien une alliance à 3? Une pièce de théâtre depuis le début? Il rangea les 2 photos, sortit son téléphone et appela. Camille. Il faut que tu viennes maintenant. À la maison. Il y a quelque chose que je dois comprendre. Moins d'1 heure plus tard, Camille arriva. Elle n'eut même pas le temps d'enlever son écharpe qu'Alain lui lança les 2 photos. Regarde. Camille resta interdite. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle, Rose, et ma mère. Amis, hein? Des amis qui se volent le mari? Dit-il d'un ton sec. J'ai trouvé tout un tas de vieilles photos. Et une lettre manuscrite. Mon père remercie cette femme d'être restée quand tous les autres ont fui. C'est un complot. Tu t'emballes, Alain, répondit Camille en s'asseyant. Est-ce que Rose t'a déjà parlé de tout ça? Elle se tait. Elle joue toujours les muettes. Je lui ai montré la photo. Pour voir ce qu'elle dirait. Il sortit la photo de sa poche, la lança sur la table. Résultat? Pas un mot. Peut-être qu'elle ne voulait pas rouvrir d'anciennes blessures. T'as déjà envisagé ça? Alain frappa la table du poing. Ne pas rouvrir? Ou peur d'être démasqué? Camille garda le silence un moment, puis demanda lentement. Et si? Les choses n'étaient pas comme tu le crois? Si c'était ta mère qui t'avait menti depuis le début? Ne parle pas de ma mère, coupa Alain. Elle est partie parce qu'elle a été trahie. C'est ce qu'elle m'a dit. Peut-être qu'il est temps d'aller lui parler. Le lendemain matin, Alain retourna à la pension de Rose. La chambre? Vide. La porte était fermée à clé. Il n'y avait plus rien à l'intérieur. Le lit en bois, l'écharpe en laine, la valise, tout avait disparu. Il descendit en courant vers Madame Thérèse Dubois. Où est-elle? Thérèse Dubois répondit sans lever les yeux, en arrosant ses plantes. Elle est partie avant hier matin. Pas laissé d'adresse. Elle a juste dit que si tu revenais, je devais te remettre ça. Elle lui tendit une enveloppe usée, sans nom. Alain l'ouvrit. À l'intérieur, un petit mot, et une vieille photo. Lui, à 5 ans, endormi sur les genoux de Rose. Ses bras, elle l'entouraient comme pour contenir tout l'univers. Sur le mot, une simple phrase. Je te pardonne. Même si tu me hais, j'ai toujours souhaité ton bonheur, comme ton père l'aurait voulu. Tu as été la plus petite lumière de ma vie. Les mains d'Alain tremblèrent. Il s'effondra sur une chaise en bois dans la cour. Le soleil frappait, brûlant. Il pleura en silence, sans hoquet, sans bruit. Des larmes bloquées depuis des années, sans qu'il sache d'où elles venaient ni combien de temps elles avaient attendu. Alain sortit de la gare routière de Grenoble dans une chaleur étouffante. Sa chemise était trempée de sueur. Mais la colère sourde qu'il portait en lui brûlait encore plus fort que le soleil du sud de la France. Dans sa main, le papier que Rose lui avait laissé. Une simple adresse, sans nom, un numéro de rue, un nom de rue, un quartier. Rue Sainte-Catherine, Bordeaux. La rue était bondée. Des balcons couverts de fleurs, des scooters klaxonnant, l'odeur du café des terrasses, les rires, rien de tout cela n'avait de sens pour Alain. Appartement numéro 17. Un immeuble moderne et chic. Portail automatique. Il appuya sur l'interphone de l'étage 4B. Je cherche Sylvie Morel. Une voix de femme répondit par le haut-parleur. Qui est à l'appareil? Alain. Un silence. Puis un bip. La porte s'ouvrit. L'appartement 4B était frais grâce à la climatisation. Une odeur de Chanel No. 5 piqua aussitôt ses narines. La décoration était élégante, mais chaotique. Des robes traînaient partout, un verre de vin rouge sur la table, un cendrier plein de mégots tachés de rouge à lèvres. Sylvie sortit de la chambre en nuisette de soie noire, pieds nus,
les ongles des pieds vernis rouge. Son maquillage n'était pas totalement effacé. « Alors tu es vraiment venu ?» dit-elle avec un sourire en coin. Alain resta figé. « C'est donc toujours comme ça, hein? Des années sans un mot, et maintenant tu m'attends comme un colis livré à domicile ?» Sylvie ne répondit pas. Elle se dirigea vers la cuisine, versa 2 verres de jus d'orange, puis revint. « Tu n'as pas prévenu. »« Je n'ai pas eu le temps de me préparer, » dit-elle en lui tendant un verre. Alain ne le prit pas. Il s'assit sur le canapé blanc en cuir, le regard planté sur elle. « Je suis allé voir. »« Rose ?» Sylvie éclata de rire, les mains sur les hanches. « Ah oui? Et tu es venu ici pour entendre quoi de ma part? Que c'était une sorcière? Ou que je suis désolé d'avoir laissé cette femme s'occuper de toi à ma place? Tu m'as dit un jour que mon père t'avait trahi, à cause d'elle. C'est vrai. » Elle s'assit en face de lui. Parce qu'il a choisi une paysanne sans éducation à la place d'une femme de son rang. Alain gronda. C'est toi qui es parti. Par ta propre volonté. Sylvie haussa un sourcil, fit tourner lentement son verre de vin, et sourit comme si elle venait d'entendre une mauvaise blague. Tu es encore bien naïf. Oui, je suis parti parce que j'étais épuisé. Mais aussi parce que je savais que je ne pourrais jamais reconquérir mon mari. Pas quand il regardait Rose avec des yeux qu'il ne m'a jamais adressés. Alain resta sans voix. Alors pourquoi lui en vouloir? Parce que c'est plus facile que de me blâmer moi-même, dit Sylvie en haussant les épaules. Parce que quand on échoue, on a besoin d'un coupable. Rose était trop bonne, mais idiote. Elle est restée avec lui, elle l'a soignée, elle a sacrifié toute sa jeunesse, et à la fin, elle n'est restée que la bonne. Et toi? Demanda Alain. Tu ne regrettes rien? Sylvie éclata d'un rire amer, moqueur. Regretter? Non. J'ai bien vécu. J'ai eu ma liberté, des hommes, de l'argent. Et Rose? Elle vit où maintenant? Dans une pension miteuse? À manger des nouilles instantanées? Aux yeux des autres, elle paraît noble. Mais en vérité, c'est juste une imbécile. Alain serra les poings, les jointures blanchies par la tension. Tu m'as laissé grandir dans la haine. Tu m'as appris à mépriser la seule personne qui était restée pour s'occuper de moi, de papa. Tu le savais, n'est-ce pas? Tu as fait tes propres choix, Alain. Sylvie tira sur sa cigarette, rejeta une volute de fumée. Ne rejette pas tout sur moi. Si tu veux vraiment comprendre, demande-toi pourquoi tu étais si prompte à croire. Il se leva, s'approcha. Parce que tu étais la seule que j'avais. Sylvie leva la tête, croisa son regard, à la fois furieux et blessé. Je suis humaine, moi aussi. Grogna Sylvie. J'ai été celle qui a osé choisir la vie. Qui a eu le courage de tout quitter. Tandis qu'elle, elle a survécu comme une ombre, incapable de sortir de ces 4 murs pleins de souvenirs. Elle ne les a pas quittés. Parce qu'il y avait papa. Parce qu'il y avait moi. Tu te berces d'illusions. Alain se détourna, écœuré. J'aurais dû le savoir depuis le début. Tu ne changeras jamais. Tu n'as jamais eu de remords. Sylvie s'avança lentement vers la table, se resservit un verre. Sa voix devint légère. Il y a des gens, Alain, qui sont faits pour pardonner. Et il y en a d'autres, comme moi, qui sont faits pour survivre. Il ne répondit pas. Il alla vers la porte. Alors qu'il posait la main sur la poignée, la voix de Sylvie le rattrapa. Ne la cherche plus. Des femmes comme elles sont faites pour être abandonnées. Dans le train de nuit pour Lyon, Alain était seul. La nuit défilait derrière la vitre comme des masques déchirés. Il pencha la tête sur la petite tablette. Il ne pleurait pas. Il n'avait plus de larmes. Dans sa tête, un chaos. Son père, un homme vieilli dans le silence. Sa mère, une femme belle, mais froide comme la pierre. Et Rose, la femme qu'il avait toujours appelée cette femme. La voix de Sylvie résonnait encore, faite pour être abandonnée. Alain se sentait être le fruit de la trahison, de l'égoïsme et du malentendu. Un enfant piégé dans le drame de 2 générations. Un gamin élevé par la colère des adultes et le manque de vérité. Le train arriva à la gare de Lyon-Perrache à 2 heures du matin. Il quitta la gare à Palan, sans prendre de taxi, sans rentrer à la villa. Il marchait, sans direction. La ville de Lyon, la nuit, semblait plus silencieuse que d'habitude. Alain marcha sans s'arrêter, de la gare de Lyon-Perrache jusqu'au quartier de Montplaisir. La tête baissée, son ombre s'étirait sous la lumière jaune et froide des réverbères. Pas de voiture, pas de voix, rien que le bruit de ses pas sur les pavés et sa respiration rapide, haletante, comme si le monde entier lui serrait la poitrine. Il ne retourna pas à la villa. À la place, il s'arrêta devant l'ancienne pension du quartier de la Croix-Rousse, la même où 3 jours plus tôt, il avait hurlé des mots tranchants comme des lames au visage de Rose. La porte était fermée. Selon Madame Thérèse Dubois, la chambre avait été vidée. Il n'y avait plus personne. Alain s'assit sur la marche. Il avait relu des dizaines de fois la lettre que Rose lui avait laissée. L'écriture tremblante, l'encre pâlie comme si la main qui écrivait tremblait. « Je te pardonne.
Même si tu me détestes, j'ai toujours prié pour que tu sois heureux, comme ton père l'aurait voulu. Tu as été la plus petite lumière de ma vie. Il sortit de sa poche une photo, un enfant de 5 ans endormi sur les genoux d'une femme de ménage, ses bras l'entourant avec une tendresse sans nom. Photo ancienne, délavée, mais on distinguait encore les paupières closes de la femme, fatiguée mais douce. Alain caressa doucement l'image, une vague de souvenirs morcelés le submergeant. Elle a détruit ma famille. Cette phrase, qu'il avait répétée des centaines de fois à lui-même, à ses amis, à sa compagne, à ses employés, sonnait désormais comme une mauvaise farce. Rose, cette femme qu'il avait appelée, cette femme pendant tant d'années, avait vécu en silence à ses côtés, soigné son père, nettoyé les bassins, essuyé les plaies, changé les pansements nuit après nuit, supporté les regards méprisants sans un mot. Et c'était précisément ce silence qu'il avait tant détesté. À ses yeux, ce n'était que de la soumission feinte, une mascarade pour susciter la pitié. Mais maintenant, il comprenait. Ce n'était pas qu'elle n'avait rien à dire. C'est que personne ne voulait l'écouter. Il se souvint des premières années où son père était devenu hémiplégique. Chaque fois qu'il rentrait du travail, la maison sentait les médicaments et les antibiotiques. Rose ne se plaignait pas, ne disait rien. Elle était là, comme une ombre. Un jour, il l'avait trouvée dans la cuisine, seule près de l'évier, ses épaules secouées. Il avait pensé. Encore un numéro de faiblesse pour attirer la compassion. Mais à présent, il savait que ce n'était pas un rôle. C'était l'épuisement, condensé en larmes silencieuses. Des larmes qu'elle n'osait pas laisser couler bruyamment, de peur qu'il entende, de peur d'être mal comprise, comme toujours. Il se leva brusquement et frappa la porte de la pension à coups de poing. Bam! Bam! Son bras rougit. Mais personne n'ouvrit. Derrière lui, la voix sèche de Thérèse Dubois retentit. Elle n'est plus là. Alain se retourna, le visage blême. Je ne sais pas quoi faire. Thérèse Dubois sortit sur le seuil, un châle dans les bras. Son regard était dur. La première fois que tu es venu ici, tu l'as insultée, humiliée devant tout le quartier. Tu l'as traitée de manipulatrice, de fausse gentille. Tu n'as pas vu son visage. Pas de larmes. Pas de défense. Juste une tête baissée. Parce qu'elle savait que tout ce que tu disais, venait d'un cœur empoisonné. Alain avait la gorge nouée. Et ce qu'elle a laissé quelque chose d'autre pour moi? Ce que tu avais besoin de recevoir, tu l'as déjà jeté, dit Thérèse Dubois en tournant les talons. Mais si tu veux vraiment la retrouver, commence par retourner ta mémoire. Cette nuit-là, Alain rentra à la villa. Il ouvrit chaque tiroir, chaque recoin, comme s'il cherchait quelque chose perdu depuis très longtemps. La maison était silencieuse comme un tombeau. Le vieux piano de son père dormait sous une couche de poussière. La photo de mariage de François et Sylvie était posée face contre la table. L'écharpe en laine que Rose avait offerte à son père ce tout premier hiver était toujours là, rangée dans l'armoire. Il la prit, la serra fort. La porta à son nez. Une odeur de savon bon marché. Une odeur de souvenir. Alain se dirigea vers la chambre de son père, une pièce qu'il avait à peine franchie ces 3 dernières années. Il ouvrit la porte. Le lit médicalisé était encore là. Les draps usés. La chaise en bois près du lit, là où Rose passait ses nuits. Tout était couvert de poussière. Il s'assit sur la chaise et ferma les yeux. Et l'image lui revint, plus nette que jamais. Son père Monsieur François allongé, le souffle faible, les yeux opaques. Rose assise à ses côtés, lui tenant la main. Et lui, murmurant « Merci. Ne me laisse pas ». Il avait vu cette scène autrefois. Mais dans sa tête, seule la voix de sa mère résonnait « Il nous a trahis, pour cette bonne à tout faire ». Alors il était parti. Il n'avait pas prêté attention. Il n'avait jamais demandé pourquoi un homme mourant tenait si fort la main de sa servante en pleurant. Jamais demandé. Pourquoi elle était restée alors que personne ne le lui demandait. Le lendemain midi, Camille arriva. Elle entra dans le salon et trouva Alain assis par terre, les cheveux en bataille, les yeux cernés. Autour de lui, des photos, des lettres, une écharpe, une vieille montre, tous les objets liés à Rose. « Tu l'as retrouvée » demanda Camille doucement. Alain secoua la tête. Trop tard. Elle est partie. Personne ne sait où. Pas de numéro, pas d'adresse. Camille s'assit près de lui. Elle aperçut une photo d'Alain à 5 ans, encadrée. C'est la photo qu'elle a gardée avec elle pendant des dizaines d'années. Alain murmura, la gorge serrée. Je l'appelais cette femme. Toute mon enfance, je ne l'ai jamais appelée madame, encore moins maman. Seulement du mépris, des insultes, des accusations. J'ai vécu toute ma vie dans un mensonge. Il tendit à Camille la lettre de Rose. Lisse. Une personne comme ça, et moi, je l'ai jetée comme une pierre. Camille lut lentement. Puis resta silencieuse un moment. Tu n'es pas le seul à avoir eu tort, Alain. Mais maintenant, il faut que tu en assumes les conséquences. Il serra les poings. Je suis prêt. Alors commence par la chercher.
Ne reste pas là à attendre un miracle. Alain leva les yeux. Pour la première fois, une lueur fragile, égarée, passa dans son regard. Ce soir-là, Alain déplia une carte de la ville. Un seul point rouge figurait sur les notes manuscrites de Rose, un nom évoqué une seule fois, presque par hasard, lorsqu'elle parlait de ses vieux amis de jeunesse. Un ancien centre de soins pour personnes âgées à Annecy. Il encercla le nom. Puis se leva. Cette fois, je ne serai pas en retard. Le matin suivant. Ciel plombé. Alain descendit du car interurbain. Son souffle formait une brume légère dans l'air froid des hauteurs. Sa main crispée sur le papier mentionnant l'adresse du centre de retraite Maison Rose Mystique, en périphérie d'un quartier paisible, lieu que Rose n'avait cité qu'une seule fois, quand son père était encore en vie. Le taxi s'arrêta devant un portail de fer rouillé. Alain entra. À la réception, une femme d'âge moyen écrivait dans un cahier. Silhouette large, cheveux gris frisés, lunettes glissant sur le nez. « Bonjour », dit-il en s'approchant. « Je cherche Madame Rose Garnier. » La femme leva les yeux, légèrement surprise. « Madame Garnier ? Elle est restée ici un court moment. Mais elle n'est plus là. » Alain resta figé. « Vous, savez où elle est allée ? Elle est partie la semaine dernière. » Sans donner de raison. Mais elle a laissé quelque chose, au cas où quelqu'un viendrait la chercher. Je n'y croyais pas vraiment. Elle ouvrit un tiroir et sortit une vieille enveloppe. Alain tendit la main. Son cœur battait à tout rompre. Sur le devant, un seul mot, Alain. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une petite photo, celle qu'il connaissait par cœur, lui, enfant de 5 ans, endormi sur les genoux de Rose. Cette fois, elle était encadrée, propre, dans un cadre de bois simple. Au fond, un papier plié, à l'écriture tremblante, « Je te pardonne. Pas parce que tu as reconnu ta faute. Pas parce que je suis noble. Mais parce que je ne t'ai jamais haï. Ton père disait. S'il peut t'aimer, alors il saura un jour se repentir. J'y ai cru. Et j'y crois encore. Rose. » Alain posa la photo sur la table. Sa gorge se serra. La femme derrière le comptoir le regarda, puis soupira. Elle vivait discrètement. Ne se plaignait jamais. Mais chaque soir, elle allait s'asseoir dehors avec ce cadre sur les genoux. Comme s'il faisait partie d'elle. « Vous ne savez vraiment pas où elle est partie ?» murmura Alain. « Elle m'a dit, je ne reste jamais longtemps. Si les gens ne veulent pas me garder, je n'ai pas besoin de m'accrocher. » Il baissa les yeux sur le message. Sa voix tremblait. « Vous ne connaissez pas le nom d'un de ses amis? D'anciens collègues? Une vieille adresse? N'importe quoi? Rien. » Elle ne recevait pas de lettres. Ne passait pas d'appel. Toujours, seul. Ce midi-là, Alain erra dans Annecy. Sans but. Sans direction. Des images tournant en boucle dans sa tête. Le regard de Rose lors de leur séparation, ses mains tremblantes tendant la lettre, son dos voûté disparaissant derrière une grille. Il appela Camille. « Tu l'as trouvée ?» demanda-t-elle, inquiète. « Non. Elle est partie. Alors maintenant ? Maintenant, il ne me reste que ce qu'elle m'a laissé. » « Et tu vas faire quoi ?» Alain resta silencieux. Puis dit. « Je ne sais pas. Je pensais que si je la retrouvais, je pourrais m'excuser. M'agenouiller. Peut-être l'appeler maman une fois. Mais j'ai été trop lent. » De retour à Lyon, la villa était toujours glaciale comme une crypte. Alain ouvrit toutes les fenêtres. La lumière de fin d'après-midi envahit le salon, illuminant la photo qu'il avait placée au centre, l'image de Rose, reconstituée à partir des morceaux qu'il avait autrefois piétinés. À côté, un petit cadre avec ces mots. « Tu as été la plus petite lumière de ma vie. » Il s'assit sur le canapé, la tête dans les mains, le regard perdu. Et dans son esprit, les mots qu'il avait autrefois prononcés tournaient en boucle. « Vous avez volé mon père. Vous êtes resté pour hériter. Je n'ai pas besoin d'être ému. » Une pièce vide. Un pardon qui n'a pas été entendu de vive voix. Et une absence impossible à réparer. Ce soir-là, Alain se rendit chez Madame Thérèse Dubois, dans le quartier de la Croix-Rousse. Elle arrosait les plantes sur le perron. « Que cherchez-vous encore ici ? Je voudrais savoir. La dernière fois que vous avez vu Madame Rose, qu'a-t-elle dit ?» Thérèse Dubois s'essuya les mains sur sa jupe, lui lança un regard. Elle est partie en silence. Elle a laissé sa chambre propre, avec une marguerite posée sur la table. Alain baissa la tête. Elle a parlé de moi ? Une seule fois. Elle m'a demandé si je pensais que vous pourriez vous pardonner un jour. Il serra les lèvres, la voix rauque. Et vous avez répondu quoi ? J'ai dit, personne ne peut se pardonner tant qu'il croit encore avoir raison. Tard dans la nuit, Alain s'installa dans la bibliothèque de la villa, et rouvrit les carnets laissés par son père. Parmi la pile de papier, il trouva un brouillon de testament, non certifié, dont la dernière ligne manuscrite disait « Je n'ai pas grand-chose. Mais si possible, je veux que la petite chambre au bout du couloir reste toujours à Rose,
celle qui est restée quand plus personne n'était là. Un testament, sans valeur légale. Mais suffisant pour qu'Alain comprenne en qui son père avait le plus confiance. Et lui, Alain Morel, avait piétiné cela de toute son arrogance. Le lendemain matin, Camille passa le voir. « Tu n'as rien mangé depuis 2 jours. Je n'ai pas faim. Tu ne peux pas continuer comme ça. Je mérite ce qui m'arrive. » Camille s'assit à côté de lui, et lui tendit un dossier. « C'est quoi ? » « Une liste de femmes de ménage âgées à Lyon qui n'ont jamais reçu de retraite. Je me suis dit, si tu veux encore faire quelque chose pour elles, commence par celle qui lui ressemble. » Alain ouvrit le dossier, tourna les pages une à une. « Tu crois que je peux réparer ? Non. Mais au moins, tu peux arrêter de blesser d'autres personnes. » La nuit venue, Alain posa la lettre de Rose près de son lit, en dessous un vieux cadre photo. Il resta allongé, les yeux fixés au plafond, murmurant « Madame ». Personne ne répondit. Seul le vent passait doucement par la fenêtre entr'ouverte, comme une berceuse muette. Le vent d'octobre soufflait sur Lyon, sec et froid. Alain était seul dans son bureau. Les dossiers s'accumulaient, mais rien ne retenait son attention. Il rejetait les appels des partenaires, reportait les réunions indéfiniment. Une seule chose lui occupait l'esprit, retrouver Rose. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le jour où il avait quitté la maison de retraite d'Annecy avec le vieux cadre dans les bras. Personne ne savait où elle était allée. Pas d'identité complète, pas de dossier médical, pas d'amis encore en vie. Mais cela ne l'avait pas arrêté. Il avait contacté des centres d'accueil dans tout le pays, posté des annonces sur des forums de seniors, demandé l'aide de Camille. Le 24e jour, alors qu'il était assis dans sa voiture, les yeux fermés de fatigue, son téléphone vibra. Le nom de Camille s'afficha à l'écran. « Allô ? On a eu une info, » dit Camille, haletante. Un travailleur social dans le département de l'Isère affirme avoir vu Madame Rose. Elle vient d'être transférée à la maison de retraite Maison Sainte-Marie de l'Espérance, en banlieue d'Annecy. Le cœur d'Alain se serra. « Tu es sûr ? » ?»« Sûr. Ils l'ont trouvée évanouie dans un parc. Dans sa poche, il y avait une vieille photo encadrée et un bout de papier avec l'adresse de la Villa Morel. Il se leva d'un bond, la voix tremblante. « Envoie-moi l'adresse tout de suite. J'y vais maintenant. » Ce même après-midi, Alain arriva devant la maison Sainte-Marie de l'Espérance, un petit bâtiment aux murs jaune pâle, entouré de vieux cyprès. L'air sentait légèrement l'antiseptique. Il entra à la réception et demanda un nom. L'infirmière de garde, une femme nommée Lucie Martin, hocha la tête. « Madame Garnier ? » ?»« Oui, chambre 11. »« Mais quoi ?» Lucie hésita. Elle n'est pas en forme. Respiration faible. Confusion mentale. Et quoi ? Elle ne parle à personne. Elle regarde juste par la fenêtre. Alain acquiesça, serra la lanière de son sac. « Je dois la voir. Je suis de la famille. » Lucie le regarda longuement, puis lui indiqua le chemin. Chambre 11. Une petite pièce, lit simple, mur bleu pâle. La fenêtre entr'ouverte laissait entrer le vent, les rideaux blancs frémissaient doucement. Rose était là, allongée, cheveux blancs, visage pâle, les yeux fixés sur le jardin. Alain s'approcha, s'arrêta à 2 mètres du lit. Il ne parla pas pendant quelques secondes. Il restait là, le cœur battant. Elle ne tourna pas la tête. Il inspira profondément, puis parla d'une voix rauque. « C'est moi. » Alain ? Aucune réaction. Il fit un pas de plus, la voix tremblante. « Je suis venu vous chercher. Je vous ai cherché partout. Je suis désolé. » Rose tourna lentement la tête. Ses paupières battirent doucement. Puis, comme un miracle discret, ses lèvres bougèrent, à peine audibles. « Alain. » Il s'effondra à genoux au bord du lit, prit dans ses mains la main fine et sèche de Rose. Chaque ride, chaque cicatrice, chaque ossaillant lui rappelait la culpabilité qu'il portait. « Je suis désolé. J'ai été aveugle si longtemps. J'ai fait le pire, à celle qui ne l'a jamais mérité. » Les larmes coulèrent, mouillèrent la main de Rose. Elle ne parla pas. Mais sa main serra la sienne. Faiblement, mais réellement. Lucie, depuis le couloir, referma doucement la porte. Elle leur laissa ce moment que personne d'autre ne devait troubler. Le lendemain, Alain retourna au centre. Il apportait une voiture privée, des papiers dûment remplis, et une requête simple. Elle n'est plus une domestique. À partir d'aujourd'hui, elle fait partie de ma famille. Lucie, surprise, ne protesta pas. Vous êtes sûr ? Elle est encore faible. Je vais m'occuper d'elle, affirma Alain. Et je vais prendre soin du passé que j'ai piétiné. Il ramena Rose à la villa des Morel, dans la même voiture où, autrefois, il lui avait interdit de monter. Mais cette fois, il lui ouvrit la portière, et la soutint avec ses 2 mains. Rose regarda la maison comme si elle revenait dans un lieu où avaient été enterrés tous les souvenirs. Alain baissa la tête. Je ne peux pas réparer le passé. Mais je peux vous garder dans le présent comme une personne digne de respect.
Rose le regarda, les yeux brillants. Elle acquiesça doucement. Le lendemain, Camille vint leur rendre visite. Elle entra dans la maison et vit une scène inédite. Alain découpait des fruits dans la cuisine, Rose était assise sur une chaise près de la fenêtre, un petit livre à la main. Camille haussa les sourcils. C'est bien la Villa Morel? Alain esquissa un léger sourire, le premier depuis des mois. C'est notre maison maintenant. Rose se retourna et sourit légèrement. Camille, la belle jeune fille. Tu viens encore nous rendre visite? Camille s'approcha et serra Rose dans ses bras. Je ne pouvais pas ne pas revenir. Je ne vous ai jamais appelé autrement que la personne la plus gentille que j'ai connue dans la vie de mon ami. Rose éclata de rire. Un rire qui avait retrouvé un peu de vitalité. Camille entraîna Alain dans le jardin et lui murmura. Tu as vraiment changé. Alain hocha la tête. Lentement. Mais attends. Tu sais, dit Camille en jetant un œil vers la maison, elle a beaucoup pleuré. Mais pas à cause de la douleur. Parce qu'elle pensait que tu ne grandirais jamais. Alain serra légèrement le poing. Maintenant, son fils a grandi. Ce soir-là, Rose était assise sur le balcon, le regard tourné vers le ciel. Alain lui apporta une tasse de tisane à la camomille, la seule boisson qu'elle aimait après le dîner. Je me souviens que vous aviez dit aimer les couchers de soleil de Lyon plus que dans toute autre ville. Oui, répondit Rose doucement. Parce qu'ils sont beaux, et tristes. Alain s'assit à côté d'elle. Je veux changer cela. Je veux que vous voyiez les choses non plus seulement comme tristes, mais comme paisibles. Rose le regarda, les yeux pleins de tendresse, puis demanda. Et que vas-tu faire de tes fautes? Alain réfléchit un instant, puis répondit. Je vais me racheter par mes actes. Pas seulement envers vous, mais envers tous ceux qu'on a oubliés. Rose acquiesça doucement. Alors c'est suffisant. 3 mois plus tard, Lyon brillait sous la lumière du printemps. Les orangers en bord de rue commençaient à fleurir, un parfum délicat flottait sur le vieux quartier. Dans la Villa Morel, la lumière du matin passait à travers les fenêtres, illuminant une petite photo, Alain, à 5 ans, endormi sur les genoux de Rose. Le cadre de verre était maintenant posé avec soin au centre du salon, à côté d'un portrait peint de mémoire par Alain, Rose en train de sourire. Tu m'as peinte trop belle, dit Rose, assise dans un fauteuil près de la cheminée. Alain sourit en posant une tasse de thé devant elle. J'ai juste essayé de capturer la lumière que vous aviez en vous. La lumière? Demanda-t-elle en levant un sourcil. Oui, répondit-il en s'asseyant. Cette lumière discrète, que personne ne remarque, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Rose resta silencieuse un instant, puis regarda par la fenêtre. Tu as beaucoup changé, Alain. Il acquiesça doucement. Je suis encore en vie parce que vous n'avez jamais abandonné. Rose ne répondit pas. Mais elle lui serra la main. Ce même après-midi, dans une petite salle de conférence de l'hôtel de ville de Lyon, Camille monta à la tribune, sa voix claire. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la création du Fonds Rose Éternelle, une organisation à but non lucratif destinée à venir en aide aux aides ménagères âgées sans retraite, sans famille, sans foyer. Dans la salle comble, on voyait des bénévoles, des travailleurs sociaux, des personnes âgées, et même des journalistes venus de Le Monde, Libération et Le Figaro. Alain monta sur scène. Les flashs d'appareils photo crépitèrent dans toute la pièce. Il regarda la première rangée. Rose était assise au centre, élégante dans une robe brun terre, tenant un petit cadre dans ses mains, le regard empreint d'une lumière ancienne. Merci à toutes et à tous d'être venus, commença Alain d'un ton calme. J'ai été quelqu'un d'ingrat. J'ai vécu dans l'illusion que les gens silencieux autour de moi ne comptaient pas. Il s'interrompit une seconde, inspira profondément. J'ai eu une mère qui m'a mis au monde, et une autre qui m'a élevé dans le silence, par une présence inconditionnelle. J'ai abandonné cette femme. Je l'ai insultée. Je l'ai chassée de chez moi, et de mon cœur. La salle était suspendue à ces mots. Mais par chance, elle m'a pardonné. Pas parce que je le méritais. Mais parce que son cœur était assez grand pour comprendre qu'on ne grandit parfois, qu'après avoir perdu ce qu'on a de plus précieux. Il tourna la tête vers Rose. Elle est là aujourd'hui. Et ce fonds ne porte pas seulement son nom, il porte son âme, une vie sans exigence, sans rancune, sans besoin de reconnaissance. Mais pleine d'amour. Les applaudissements commencèrent doucement. Puis s'étendirent à toute la salle. Rose resta silencieuse, ses lèvres tremblant. Ses yeux étaient rougis. Le cadre qu'elle tenait en main tremblait légèrement. Mais son regard brillait comme le soleil dehors. Après la conférence de presse, de nombreuses personnes vinrent serrer la main de Rose, lui demander des photos. Une dame âgée, Madame Clémence, 66 ans, qui avait été aide ménagère chez 5 familles pendant 40 ans, éclata en sanglots en prenant Rose dans ses bras. « Merci, Madame Rose. Merci d'avoir été notre voix. » Rose, émue, lui serra la main. « Je ne suis qu'un petit fragment de vie, Madame Clémence. Mais aujourd'hui, je ne me sens plus seul. » Alain s'approcha des deux femmes.
Madame Clémence, à partir du mois prochain, le fonds prendra en charge votre loyer. Clémence, les yeux pleins de larmes, répondit « Même mon fils n'a jamais fait ça pour moi. » Rose serra la main d'Alain, et murmura « Tu fais ce que ton père a rêvé. Mais n'a jamais eu la force de faire. » Il répondit doucement « Parce que j'ai la force de 2 personnes. » Quelques semaines plus tard, la presse de toute la France parlait du fonds « Rose éternelle », le décrivant comme « un rayon de lumière au cœur du lion froid ». Les chaînes de télévision lui consacrèrent des reportages, interviewèrent Rose, invitèrent Alain à participer à des tables rondes sur « la famille sans lien de sang et la tendresse tardive ». Lors d'un passage dans l'émission Vie croisée, l'animatrice demanda à Rose « Êtes-vous en colère contre Alain pour le passé ?» Rose secoua la tête. « Non. Parce que je ne veux pas emmener la colère jusqu'à la fin de ma vie. » « Et maintenant, qui pensez-vous être ?» Rose sourit, les yeux légèrement brillants. « Je suis la mère d'honneur d'un homme qui s'était égaré. » Alain était assis à côté d'elle. Il lui tenait la main à l'antenne, la serrait doucement. « Et je promets, je ne me perdrai plus. » Ce soir-là, de retour à la villa, Rose était assise sur le balcon, regardant les lumières scintillantes de la ville au loin. Alain monta lui apporter une tasse de thé, puis s'assit sur la chaise à côté. « Vous vous souvenez de la première fois que vous m'avez vu ?» demanda-t-il. « Très bien. » Rose sourit. Un petit garçon de 5 ans, les lèvres pincées, refusant que je le touche, puis me regardant en cachette éplucher une pomme. « Je suis désolé d'avoir mis 20 ans à comprendre qui vous étiez. Ce n'est rien. J'ai vécu assez longtemps pour te voir changer. Je vous emmènerai en voyage. Vous m'avez dit un jour que vous vouliez aller à Gramado. Mes yeux sont faibles, mes jambes ne tiennent plus bien, mais mon cœur en a toujours envie. Alors on y va. Je vous porterai sur mon dos, s'il le faut. » Rose éclata de rire. « Ne me fais pas pleurer ce soir. Non, vous devez sourire. Parce que je ne vous laisserai plus pleurer. » Quelques mois plus tard, lors de l'inauguration de la première maison de retraite portant le nom de Maison Rose Garnier, Alain prit la parole devant plus de 200 personnes. On dit souvent que les femmes de ménage sont invisibles. Moi, je dis qu'elles sont la colonne vertébrale silencieuse de notre société. Madame Rose me l'a appris par son silence et sa persévérance. Il fit monter Rose sur scène, sa main tenant toujours le petit cadre photo du garçon de 5 ans. Toute la salle se leva pour applaudir. Une lumière douce enveloppa toute la pièce. Un matin, Rose était assise dans la salle de lecture, tenant une petite lettre. Elle la tendit à Alain. « C'est une lettre que j'avais écrite pour toi. Quand j'étais encore dans l'ancienne pension. Mais je ne l'ai jamais donnée. » Alain ouvrit la lettre. Une courte phrase y était écrite. « Si un jour tu veux me prendre dans tes bras, je t'ouvrirai les miens. Si un jour tu veux m'appeler maman, je t'écouterai avec tout mon cœur. » Il leva les yeux. Sa voix était étranglée. « Maman. » Rose ne répondit pas. Elle ouvrit les bras. Alain posa sa tête sur son épaule, comme un enfant. Le soleil entrait par la fenêtre. Dans cet instant, il n'y avait plus de rancune. Il n'y avait que la renaissance. Cette histoire est un profond rappel du silence, des malentendus et du prix de l'indifférence. Alain avait presque tout perdu avant de comprendre que l'amour ne crie pas toujours fort, et que ceux qui se sacrifient le plus pour nous sont parfois ceux que nous méprisons. La leçon la plus importante est, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour dire pardon, ne laissez pas un passé déformé guider votre avenir. Pardonner, ce n'est pas seulement libérer l'autre, c'est se sauver soi-même du regret éternel. Si cette histoire vous a plu, nous vous invitons à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de partager des histoires émouvantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre soutien. À très bientôt.